Qu'est-ce que tu fais? Chut! Il y a un Pikachu dans la pièce. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de bestioles, mais pas de n'importe quelle bestiole. Tribrachidium, Anomalocaris, Opabinia, ces noms ne vous disent probablement rien et pourtant il s'agissait d'animaux exceptionnels qui vivaient il y a plusieurs centaines de millions d'années sur notre chère planète et qui ont constitué les premières faunes de la Terre. Mais à quoi ressemblaient ces fameux animaux? Avons-nous des caractéristiques en commun avec eux ou pas du tout? Certains de ces animaux étaient-ils nos ancêtres? C'est ce que nous allons voir dans ce 4e épisode d'Histoire naturelle. Tardy, générique. Oh yeah! Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle des premières faunes, c'est d'abord que ces animaux ont évolué dans un environnement qui n'avait pas grand-chose à voir avec le nôtre. Au moment de leur apparition, qui oscille entre 1 milliard et 650 millions d'années, la vie est exclusivement marine. Si vous avez regardé notre vidéo sur l'origine de la vie et que vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, vous avez pu en déduire que l'apparition des animaux fut très tardive dans l'histoire de la vie. Par contre, si les animaux ont mis du temps à apparaître, ils n'ont pas mis beaucoup de temps à se diversifier et à se multiplier. En 100 millions d'années seulement, et alors que la vie existe depuis 3 milliards d'années, les animaux vont se diversifier et coloniser les mers du globe. Et c'est cette explosion de la vie qui marque l'entrée de la Terre dans une de ses périodes les plus fondamentales, le Cambrien. Histoire de ne pas se perdre dans les dates, Tardy va gentiment nous faire une petite parenthèse échelle. La période qui précède le Cambrien inclut l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque, soit près de 4 milliards d'années. Comme nous l'avons mentionné dans les épisodes précédents, c'est pendant ces périodes que la Terre et les conditions environnementales vont énormément changer et permettre l'apparition de la vie. Le Cambrien est une période de grands bouleversements biologiques. Elle s'étale de moins 541 millions d'années à moins 485 millions d'années. Et c'est à cette période que les grands groupes de l'arbre du vivant vont apparaître ou se diversifier, dont certains traverseront les âges jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une limite fondamentale dans l'histoire de la Terre, à tel point que les scientifiques ont regroupé toutes les périodes la précédant en une seule appellation, le Précambrien. Les animaux dont on va parler aujourd'hui, on les retrouve dans des fossiles datant de 600 à 500 millions d'années avant notre ère, soit pile poil à la limite entre le Protérozoïque et le Cambrien. Ah, la fossilisation. Ce moment de grâce et de beauté unique où l'infectamat de cellules pourrissantes se change alors en un magnifique éclat de roche, figé pour l'éternité dans toute sa splendeur et sa gloire, telle une miséricordieuse rédemption accordée à quelques élus chanceux, rappelant à tous les êtres vivants leur inutilité confondante et leur médiocrité face à la toute-puissance du minéral. Non mais ça va aller, oui? Donc, les fossiles. Les premiers fossiles avérés d'animaux datent d'environ 600 millions d'années. Avant cela, on trouve des traces que l'on interprète comme des éponges, mais rien n'est encore sûr, donc on ne les abordera pas aujourd'hui. Les premiers fossiles d'animaux, hors éponge donc, constituent une faune un peu particulière, qu'on appelle la faune d'Ediacara. Et vous verrez que les animaux qui la composent sont un petit peu étranges. La faune d'Ediacara tient son nom des collines d'Ediacara en Australie où on a retrouvé les premiers exemplaires de ces fossiles. Découvert en 1946 par le géologue australien Rex Sprigg, ce gisement fossile a la particularité d'avoir conservé les parties molles des organismes, comme les organes, qui est un phénomène assez rare. Généralement, la fossilisation, ça concerne les parties dures des organismes, comme les os ou la coquille. Dans le cas de la faune d'Ediacara, le fait que les parties molles aient été conservées est plutôt bienvenu. Dans le sens où à l'époque, la quasi-totalité des organismes était complètement dépourvue de parties dures. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi les parties molles se sont aussi bien conservées. Je veux dire, les sédiments n'ont rien d'exceptionnel, il s'agit de grès. Une roche sédimentaire faite de grains de sable compactés et tout ce qu'il y a de plus simple. On peut dire qu'ils se sont conservés malgré tout. Je savais bien que t'allais me saouler à un moment, toi. Alors, dans ces fameux sédiments, qu'est-ce qu'on a retrouvé comme bestioles? Eh bien, des trucs plutôt bizarres. On sent qu'à ce moment-là, la nature est en pleine phase de bêta-test. Autant on retrouve des animaux qui nous semblent familiers, comme Spriginia, qui ressemble à peu près à un arthropode, mais d'autres ne ressemblent vraiment à rien de ce qu'on connaît, comme Tribrachidium. Alors Tribrachidium, c'est quoi? C'était un animal en forme de disque ou de demi-sphère qui pouvait atteindre 5 cm de diamètre et qui vivait probablement posé sur le fond marin.
Jusque-là, tout va bien, mais ce qui a rendu perplexe un bon nombre de scientifiques, c'est qu'ils possèdent une symétrie triradiale. Et là, normalement, vous me dites... Et alors ? Eh bien, pour comprendre pourquoi c'est incroyable, Tardy va gentiment nous faire une parenthèse anatomie. Dans la nature, la symétrie est présente partout, mais tous les animaux ne possèdent pas la même. En effet, en laissant de côté les éponges et les placozoaires, chez les animaux on retrouve les bilatériens d'une part et les radiaires d'autre part. Comme leur nom l'indique, les bilatériens présentent deux axes de polarité, antéro-postérieur et dorso-ventral, qui vont avoir pour conséquence une symétrie bilatérale. À titre d'exemple, les oursins et les étoiles de mer possèdent une symétrie bilatérale, même si on ne la voit pas au premier regard. Les radiaires, eux, possèdent une symétrie radiale, autrement dit, leurs organes sont organisés d'une manière circulaire autour d'un unique axe. Aujourd'hui, il n'y a aucun animal qui possède une symétrie triradiale, et les scientifiques ne savent pas quelle place occupent ces animaux extraordinaires dans l'arbre du vivant. Le tribrachidium reste aujourd'hui un mystère total pour la communauté scientifique, puisqu'on n'a aucun modèle passé ou présent auquel le comparer. Et vous allez voir que c'est un problème qui est assez récurrent dans l'étude des premières faunes. Les animaux semblent tellement assemblés avec les pieds qu'il est parfois complètement impossible de trouver un modèle auquel les comparer, présent ou passé. On en veut pour preuve cette bestiole, Charnia. À première vue, ça a l'air d'une feuille plantée dans le sol, mais non, c'est bien un animal d'une quinzaine de centimètres environ. Charnia a d'abord été classé comme une algue, mais on s'est vite aperçu qu'il pouvait vivre à des profondeurs où la photosynthèse n'est pas possible. Puis on l'a classé comme un genre de cnidaire, cousin des anémones. Mais on s'est aperçu que contrairement à eux, il avait une structure fractale, c'est-à-dire que les parties qui composent son corps ne sont qu'une répétition du corps lui-même, et ce, de plus en plus petits. Depuis sa découverte en 1957, Charnia n'a cessé de rendre fous les systématiciens. Les systématiciens, ce sont les scientifiques qui classent les organismes dans l'arbre du vivant. Charnia n'a cessé de passer d'une famille à l'autre sans jamais trouver sa place. Et ça, les scientifiques... c'est pas ça. Du coup, ils ont fait ce que tout le monde fait quand on veut ranger quelque chose dans une case, mais que ça ne rentre pas. Ils ont créé une nouvelle case, et rangéomorphe. Un dernier animal de cette période a beaucoup intéressé les scientifiques. Mais cette fois, ça les a pas rendus fous. Ils étaient plutôt contents même. Cette bestiole, c'est Claudinia. Et Claudinia, c'est tout simplement le premier animal de l'histoire de la vie à être doté d'une coquille. Il apparaît à la toute fin du Protérozoïque, et la raison pour laquelle sa coquille est si intéressante, c'est qu'elle témoigne de deux phénomènes biologiques qui nous semblent aujourd'hui tellement naturels qu'on a du mal à envisager le monde vivant sans eux. Le premier de ces phénomènes, c'est la capacité des animaux à biominéraliser, c'est-à-dire à créer des structures minérales solides. Ça ne paraît rien comme ça, mais c'est cette capacité qui permet notamment aux mollusques de créer leurs coquilles, et nous à réparer ou à fabriquer nos os. La deuxième indication que l'on déduit de l'existence de cette coquille, eh bien c'est tout simplement son rôle. La coquille, ça sert à se défendre, et dans la nature, on se défend contre quoi? Les prédateurs. La coquille, c'est l'étape numéro 1 de ce qu'on appelle la course aux armements entre les proies et les prédateurs. Et pour comprendre pourquoi c'est un point crucial de l'évolution, Tardy va très gentiment nous faire une parenthèse écologie. La science, pas la politique. La prédation est une relation entre individus qui regroupe des comportements très complexes. Pour la représenter simplement, elle correspond à une interaction bénéfique pour le prédateur et négative pour la proie, puisque le premier va pouvoir se nourrir, entraînant la mort du second. C'est une interaction extrêmement importante pour plusieurs raisons. La première est qu'elle permet la création des chaînes alimentaires et donc de participer à l'équilibre de l'écosystème. Ensuite, elle instaure souvent un processus de coévolution où chaque espèce évolue en réponse au changement de l'autre. On assiste alors à une véritable course à l'armement où chaque espèce essaye de garantir sa survie. Il va donc y avoir une sélection par la prédation des individus proies les plus aptes à survivre et des individus prédateurs les plus aptes à chasser. Bon, on a fait un petit tour du côté de la faune précambrienne et c'était sympa. Mais côté monstre de foire, on imagine que vous êtes un peu sur votre faim. Mais ne vous inquiétez pas car on va continuer notre chemin et passer la fameuse barrière.
cambrienne. Le Cambrien, dont le nom est dérivé de l'ancien nom du pays de Galles, Cambria, est la première période de l'ère phanérozoïque, ère qui va de 541 millions d'années à aujourd'hui. Le mot phanérozoïque vient du grec ancien phaner, qui veut dire visible, et zoon, qui veut toujours dire animal. C'est donc l'ère des animaux visibles. Et comme jusqu'à preuve du contraire, les animaux sont toujours visibles aujourd'hui, eh bien nous sommes toujours dans la période du phanérozoïque. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous la raconter en soirée en étalant votre culture. Ouais, enfin bon, se la raconter en soirée en parlant de géol, c'est pas vraiment le meilleur moyen pour bien s'intégrer. Et avec les jeux de mots pourris, c'est mieux peut-être. Ah bah quand même nettement plus, ouais. Bref, le Cambrien est une période d'explosion biologique. On parle même de Big Bang de la vie. Et la faune la plus caractéristique de cette période-là, c'est la faune de Burgess. La faune de Burgess tire son nom du mont Burgess au Canada. C'est en effet autour de ce mont qu'ont été retrouvés les premiers fossiles représentatifs de cette faune, datés à 520 millions d'années. Et alors, côté fossilisation, on est au top du top de ce que la planète sait faire. Ces fossiles ont été retrouvés dans des schistes. Alors, il existe plein de types de schistes différents, du coup, on va pas rentrer trop dans les détails. Eh ben on a échappé belle là, hein. Sachez simplement que ce schiste a vraisemblablement été formé par compaction d'argile et de limon. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait probablement une sorte de bouillasse infâme qui traînait au fond de la mer. Mais remercions cette bouillasse infâme, car grâce à sa capacité d'infiltration et combinée à une chute de la concentration en oxygène, les cadavres d'animaux ont pu être préservés assez longtemps après leur mort pour être pétrifiés dans la boue. Il était une fois des petits animaux qui barbotaient tranquillement dans l'eau. Oh, on est bien ici. Oui, il fait chaud et il y a à manger. On est tous heureux. Quand tout à coup, la coulée de boue est arrivée. Et ils ont tous été pétrifiés. Et voilà les enfants, c'est l'histoire des fossiles. Le résultat ? Des fossiles parfaitement préservés en 3 dimensions avec des parties dures, les parties molles, bref, la totalité de l'anatomie de ces animaux préservés et ce pendant plus de 500 millions d'années. Une des bestioles de la faune de Burgess qui a le plus marqué son temps est probablement l'Anomalocaris. Vous vous souvenez quand on a parlé de prédation et de course aux armements ? Eh bien, l'Anomalocaris, c'est un peu le gagnant de cette course, puisqu'on considère que c'est le premier super prédateur de l'histoire de la vie. L'Anomalocaris était un chasseur assez gros, entre 60 et 80 cm à peu près. Pour l'époque, c'est déjà de la grosse bestiole. Il utilisait vraisemblablement ses mandibules bizarres pour attraper ses proies et les amener jusqu'à sa bouche, qui se situait en dessous de sa tête. S'il semble familier à certains d'entre vous, c'est peut-être parce qu'il a inspiré un Pokémon de la 6ème génération, Anorith. Ah oui, le Pikachu. Bon, l'Anomalocaris, c'est une bestiole bizarre, certes, mais si vous avez un peu suivi, vous vous êtes aperçu que côté plan d'organisation, on n'était pas trop mal. Et c'est ici qu'on va commencer à parler d'animaux complètement what the fuck. A cet égard, l'Opabinia est une espèce particulièrement intéressante puisque les aléas de l'évolution l'ont doté d'une structure en tête, tronc, queue, jusque-là ça va, d'une symétrie bilatérale, là ça va aussi, mais également de 5 yeux, dont 2 au bout d'antenne, d'une trompe et d'une pince au bout de cette trompe. L'Opabinia était également un prédateur, mais il ne jouait pas vraiment dans la même cour que l'Anomalocaris, puisqu'il n'atteignait que péniblement les 10 cm. On ne lui connaît aucune espèce apparentée, ni avant son existence, ni pendant, ni après. Mais si vous pensez qu'avec l'Opabinia, ses 5 yeux, sa trompe et sa pince au bout, on est arrivé au maximum du n'importe quoi, détrompez-vous. Nous vous présentons la Lucigenia, une bestiole qui porte très bien son nom, puisqu'elle a tellement fait halluciner le scientifique qui l'a décrit en premier, qui lui a donné ce nom-là. Et non, c'est pas une blague. C'est vraiment pour ça qu'il a ce nom-là. Parce qu'il a l'air tiré d'une hallucination. Il n'a visiblement pas de tête, pas d'œil, pas de bouche, mais 2 appendices différents à chaque extrémité de son corps. Il possède 7 paires d'épines d'un côté de son corps et 7 paires de tentacules avec des pinces au bout de l'autre côté. Bref, c'est le foutoir complet. Dites-vous bien qu'on ne comprend tellement rien à la bestiole qu'on n'est pas capable d'affirmer s'il marchait sur ses épines et utilisait ses tentacules pour se nourrir, ou s'il marchait sur ses tentacules et utilisait ses épines pour se défendre. Depuis une trentaine d'années, on penche pour la deuxième option, ce qui permettrait de les rapprocher des actuels onychophores, une espèce de vers mais avec des pattes. Enfin, il existe même une hypothèse selon laquelle la Lucigenia ne serait pas un animal à part entière, mais simplement une partie d'un autre animal.
Cette hypothèse a au moins le mérite d'expliquer pourquoi on ne retrouve ni bouche, ni œil, ni tête. Peut-être que ces parties-là sont sur le reste de l'animal. Bref, la Lucigenia est toujours un mystère pour la communauté scientifique, et c'est pas demain la veille qu'on comprendra comment fonctionnait cette bestiole rocambolesque. Si le sujet vous intéresse, on ne saurait que trop vous conseiller de lire La vie est belle et Le sourire du flamant rose de Stéphane J. Gould, un paléontologue et vulgarisateur de génie. Et non, ce ne sont pas des placements de produits. C'est juste qu'on trouve des livres vraiment cool. Bref, parmi toutes ces bestioles bizarres, est-ce qu'il y en a une qui pourrait être notre ancêtre ? Parce que c'est marrant 2 secondes d'étudier les monstres, mais il faut bien savoir de quel monstre on descend nous. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les organismes de l'époque n'avaient pas de partie dure comme des os. Il est donc improbable d'y retrouver un quelconque vertébré qui pourrait être notre ancêtre. Mais on a retrouvé une petite bestiole très curieuse qui est équipée d'une fine corde nerveuse qui parcourt son dos. Et cette bestiole, c'est Pikaia. Pikachu! Non, Pikaia, de quoi est-ce que tu parles ? Il y a un Pikachu là. Mais tu me gonfles avec ce jeu, tu vois pas qu'on fait une émission là ? Non mais c'est bon, depuis tout à l'heure tu parles de fossiles et tout, tu parles pas de bio, ça va, je peux jouer un peu. T'es vachement agressif. Et les jeux de mots pourris, ça suffit aussi. Pikaia est une sorte d'anguille plate qu'on a retrouvée dans les schistes de Burgess et qui est équipée d'une chaîne nerveuse qu'on appelle corde. Et cette corde, ce serait tout simplement une espèce d'embryon de la future colonne vertébrale. D'autres spécimens présentant des cordes ont été retrouvés plus récemment, comme Aikwela qui a été retrouvé en Chine et qui est daté à 530 millions d'années, ce qui remet un petit peu en cause la paternité de Pikaia comme l'ancêtre commun de tous les vertébrés. Oui, parce qu'on reprécise pour ceux qui dormaient en cours de SVT, confortablement assis au fond à droite près du radiateur, que les humains sont des vertébrés, puisqu'on a des vertèbres. Tout comme les oiseaux, les reptiles et les poissons, et à l'inverse des insectes, des mollusques et autres crustacés qui eux ne possèdent pas d'os. Bon, si vous êtes perdu, c'est pas grave, Tardy va nous faire une parenthèse classification. Les cordées sont un embranchement de l'arbre du vivant qui regroupe l'ensemble des individus possédant une corde. Non, pas celle-là. La corde est une sorte d'axe rigide qui sert de soutien à l'organisme et de protection au tube nerveux, ce dont sont dépourvus, par exemple, les insectes, les mollusques ou les crustacés. Les cordées sont globalement composées de 3 sous-embranchements, les urocordées comme l'acidie, les céphalocordées avec l'amphioxus, et enfin les craniates où l'on retrouve les vertébrés. Chez ces derniers, la corde va régresser rapidement au cours du développement embryonnaire pour laisser sa place à une structure osseuse ou cartilagineuse, la fameuse colonne vertébrale. Tous les vertébrés connus, y compris les humains, descendent vraisemblablement de ces premiers cordés. Ces minuscules anguilles primitives comme Aikwela ou Pikaia vivaient il y a plus de 500 millions d'années sur Terre et cohabitaient avec toutes sortes d'animaux qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de monstres. Ces animaux monstrueux nous semblent bizarres tout simplement car ils ont des plans d'organisation qui ne ressemblent en rien à ce que l'on connaît aujourd'hui. À ce moment, la vie est en pleine explosion évolutive et les grandes familles d'animaux sont extrêmement diversifiées. La sélection naturelle fera son travail par la suite, ne conservant que les plans d'organisation les plus adaptés à l'environnement. Et c'est grâce au phénomène de la fossilisation qui conserve les cadavres d'animaux pendant des centaines de millions d'années que nous avons aujourd'hui les informations pour étudier ces premières faunes. Si la découverte de ces fossiles n'est pas vraiment récente, leur interprétation, elle, peut l'être, et est donc sujette au changement au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. Voilà, ce 4e épisode d'Histoire Naturelle est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, continuez toujours à vous poser des questions sur l'univers, il est bien assez vaste et il y en aura encore une fois toujours pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire Naturelle où on va revenir un peu à la géologie puisqu'on va parler de la dérive des continents. Et à propos de dérive, toi, t'arrêtes les jeux de mots pourris.